Dans cette deuxième vidéo sur le Proche et Moyen-Orient, observons comment cette région reflète les rapports de force entre grandes puissances. Premièrement, depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 40, Français et Britanniques y sont rivaux. L'Empire ottoman est la puissance dominante de cette région au début du XXe siècle. Il choisit de s'allier à l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Faisant partie des vaincus, il signe les traités de paix de Sèvres et de Lausanne dans les années 20, qui construisent une nouvelle carte politique du Moyen-Orient. La Turquie succède à l'Empire ottoman. Les nouvelles frontières s'appuient sur les accords franco-britanniques Sykes-Picot datant de 1916. La Grande-Bretagne étend son emprise sur l'Égypte, les Émirats du Golfe Persique, l'Iran, l'Irak et la Palestine. La France, quant à elle, contrôle les territoires de la Syrie et du Liban. Les Britanniques sont confrontés à deux promesses faites. La première aux Arabes, qui doit permettre la création d'un vaste État sur tout le Proche-Orient arabe. La seconde, avec la déclaration Balfour de 1917, validant l'idée de créer en Palestine un foyer national juif. La Seconde Guerre mondiale accélère l'émancipation des États-nations de la région, mais les frontières demeurent inchangées. En 1947, les Britanniques se retirent de la Palestine. En 1948, la naissance officielle d'Israël provoque la première guerre israélo-arabe. Deuxièmement, le Proche et Moyen-Orient est un espace qui se retrouve au cœur des enjeux de la guerre froide. Dans cette région du monde, la logique des blocs se met en place. Ainsi, le bloc de l'Ouest regroupe l'Arabie saoudite, Israël, l'Iran, la Turquie et le Pakistan. La Syrie et l'Égypte, ainsi que l'Irak, entrent dans le bloc soviétique, mais ces alliances évoluent au fil du temps et au gré des rapports de force. L'Égypte entre dans le bloc occidental en 1976, alors que l'Iran en sort en 1979 par exemple. Les États du Moyen-Orient obtiennent des aides financières et militaires importantes des deux grands. Après-guerre, la France se retire de la Syrie et du Liban. Les Européens n'ont pourtant pas abandonné cette région, comme le prouve la crise de Suez de 1956. Le président égyptien Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, géré jusque-là par les Français et les Britanniques. Ceux-ci, avec l'appui d'Israël, se lancent dans une opération militaire contre l'Égypte, mais les États-Unis et l'URSS, tous deux anticolonialistes, prennent position contre les Européens, qui doivent renoncer à cette action militaire. Le président Nasser sort victorieux de cette épreuve et devient le leader du monde arabe et des pays non alignés à partir des années 60. Durant cette période, les relations entre Israël et ses voisins se détériorent. L'Égypte et ses alliés arabes mènent deux guerres contre Tel Aviv. En 1967, la guerre des 6 jours amène Israël à s'emparer des territoires de Gaza, du Sinaï, de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et du Golan. Et la guerre du Kippour de 1973 confirme la supériorité d'Israël et sa présence sur ces territoires occupés. Les accords de Camp David de 1978-1979 permettent à l'Égypte de récupérer le territoire du Sinaï en échange de la reconnaissance officielle d'Israël. La guerre israélo-arabe se transforme dès lors en problème israélo-palestinien. La présence d'Israël et d'États autoritaires dans la région, ainsi que l'accentuation des inégalités sociales, favorisent la montée de l'islamisme politique qui apparaît dès 1928 en Égypte avec les Frères musulmans. Cet islam politique est un courant de pensée qui veut faire de l'islam et de la loi coranique, la charia, la base de fonctionnement de la vie politique et sociale. En 1979, les islamistes prennent le pouvoir en Iran et oblige le dictateur en place, le Shah d'Iran, à s'exiler. L'œuvre de Marjan Satrapi, Persépolis, montre le radicalisme du nouveau pouvoir et le refus de toute forme d'occidentalisation, caractéristique de cet islam politique. Dans les années 80, deux visions s'affrontent dans cette région. La première veut réunir tous les Arabes dans un mouvement panarabique. La seconde veut la réunion de tous les musulmans. En 1981, les frères musulmans organisent un attentat contre le président égyptien Sadat. Et depuis septembre 80, le chef irakien Saddam Hussein est en guerre contre l'Iran. Qui aboutit en 1988 à un statu quo territorial, un affaiblissement des deux pays et la mort de 500 000 à 1 million de personnes. Troisièmement, depuis 1991, le Proche et Moyen-Orient est une poudrière dans laquelle l'influence américaine perdure.